Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler d'une saga chouchou et très chère à mon cœur. Il s'agit de la saga de la Passe-Miroir de Christelle Dabos, publiée chez Gallimard Jeunesse. Si vous avez un petit peu suivi mes péripéties, j'ai décidé à la fin de l'année de relire tous les tomes de la Passe-Miroir avant de m'attaquer à l'ultime et 4e tome, un petit peu sous la pression d'Emily #Bulldop, qui m'a un petit peu fait comprendre que si je ne relisais pas tous les livres, j'allais passer à côté de quelque chose d'énorme. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de relire chacun des tomes. Quand je dis que j'ai pris mon courage à deux mains, c'est parce que je n'ai pas du tout l'habitude de relire mes lectures, les livres. Il faut savoir que je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de livres que j'ai relus, puisque j'ai uniquement relu les Harry Potter. Enfin, en tout cas, en tout, je les ai lus 3 fois, sauf le dernier tome, parce qu'il me faut toujours que je le lise en version anglaise. J'ai relu À la croisée des mondes, qui est également l'un de mes romans favoris de tous les temps. Et j'ai relu Cro-Blanc. Voilà, je pense que c'est tout. C'est les seuls livres que j'ai relus. J'aime pas trop ça en général parce que j'ai peur de m'ennuyer. Peur aussi d'avoir un avis négatif sur quelque chose que j'avais adoré. Bref, c'est toujours un petit peu difficile pour moi. Mais ici, très vite, mes a priori sont tombés puisque j'ai adoré ma relecture de A à Z. Que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, j'ai adoré les relire et redécouvrir l'univers créé par Christelle Dabos. Parce que oui, j'avais oublié énormément d'éléments. Finalement, le plus étonnant, c'est que c'est le premier tome dont je me souvenais le mieux. Dans le second, j'avais oublié énormément d'éléments, et alors le troisième, je ne vous raconte même pas. J'avais oublié tellement d'éléments que j'ai été surprise par certains passages alors que je les avais déjà lus et j'avais été déjà surprise par ce rebondissement. Aujourd'hui, on va donc procéder ainsi. Je vais vous faire un petit résumé du premier tome et ensuite je vais vous raconter mon ressenti du tome 1, du tome 2, du tome 3 puis du tome 4. Pour résumer la Passe-Miroir, même si je pense que vous êtes nombreux à connaître l'histoire, nous allons suivre Ophélie qui est une jeune fille qui habite sur l'arche d'Anima puisque le monde est éclaté et qu'il n'y a que des arches qui flottent les unes par rapport aux autres. Sur Anima, le pouvoir familial c'est en général d'animer des objets, mais elle n'est pas vraiment très douée là-dedans puisqu'elle n'a jamais réussi à animer qu'une écharpe. Et elle est plutôt liseuse, c'est-à-dire qu'elle peut utiliser ses mains pour lire le passé des objets. Notre petite forte tête a décidé que les cousins qu'on lui proposait n'étaient pas bien pour elle. Elle ne veut pas se marier dans un univers où eh bien, il le faut, et il faut avoir une tripotée de bambins pour aller avec ensuite. Et donc les doyennes de son arche vont décider de la marier de force à un monsieur Thorn venu d'une autre arche qui n'est autre que l'arche du pôle. C'est un ours bourru et quand Ophélie va le découvrir, autant dire qu'elle n'a aucune envie, mais absolument aucune, de se marier avec lui et surtout pas d'aller habiter avec lui sur son arche à lui qui est celle du pôle et qui n'est pas très connue pour être tendre. Autant climatiquement que généralement. Elle va donc se retrouver sur cette arche et découvrir bien des choses et bien des intrigues de cour et surtout elle va découvrir que tout le monde a juste envie de la tuer parce qu'elle est la future Madame Thorn. Je pense que je vais m'arrêter là pour le résumé. Vous l'avez compris, c'est une histoire absolument inédite et ce que j'avais aimé dès le premier tome, c'est que Christelle Dabos m'a embarquée dans son histoire. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas connu un tel univers. Pour moi, il est de la trempe des univers d'Harry Potter, d'À la croisée des mondes ou encore d'Eragon. C'est un monde créé de toutes pièces, avec une véritable mythologie, des mystères, des vérités. Bref, je trouve que l'auteure Christelle Dabos a réussi à créer son monde parfaitement de A à Z. Voilà, elle nous pose dans le tome 1 son univers comme ça. Il arrive, il est énorme, on sait qu'il y a encore plus de choses derrière qui ne sont pas encore dites et moi c'est ce que j'avais adoré dans ce premier tome. En plus de tout cet univers extrêmement bien construit, extrêmement bien fait, j'avais également adoré toutes les intrigues. Dans le premier tome, c'est surtout des intrigues de cour qui tournent autour de l'arche du pôle. Et j'avais absolument adoré tout ça. Honnêtement, Ophélie va tout voir. Elle va voir les strass et les paillettes, elle va voir les coulisses absolument immondes de
cette citatielle qui est faite très clairement pour les nobles mais pas pour les autres. Et voilà, j'avais absolument adoré découvrir cette citatielle de fond en comble. Et ce premier tome était un très très bon premier tome parce qu'il arrive à nous plonger directement dans l'intrigue, il arrive à nous plonger dans cet univers pourtant extrêmement complexe et moi j'avais plongé dedans mais corps et âme. Et à ma relecture, ça n'a absolument pas changé et c'est ce qui est merveilleux, c'est que je me suis tout autant émerveillée de toutes les choses qu'Ophélie va voir, émerveillée et effrayée, hein, parce que honnêtement tout n'est pas parfait, hein, très clairement dans ce monde, mais voilà, j'avais trop, enfin à la relecture, j'ai écarquillé les yeux au moins autant et j'ai trouvé ça fabuleux. Ce qu'il est important de dire aussi, c'est que dans le premier tome, on nous pose très bien l'identité et les caractères de nos personnages, et notamment les caractères et l'identité de Ophélie et Thorn, qui sont, on peut pas vraiment dire des opposés, parce qu'ils ont tous les deux une certaine timidité, une certaine retenue vis-à-vis des gens, mais en tout cas ils sont très différents et on ne les voit pas du tout réussir à s'accorder. Ophélie, c'est vraiment l'un de mes personnages favoris de tous les temps, parce que c'est un petit bout de femme qui n'est douée qu'à lire en fait, enfin lire en tant que liseuse, et elle va se faire sa place, elle va se faire son trou, elle fait des erreurs et pourtant elle a une force incroyable qui arrive toujours à la tirer vers le haut, il va lui en arriver mais des trucs pas possibles et pourtant elle continue de vivre et d'aller de l'avant. Elle va également toujours soutenir ses propres valeurs, même si parfois elle se remet très clairement en question. Honnêtement c'est vraiment un personnage de femme forte. Et je trouve que c'est un petit peu un modèle parce qu'elle n'est pas parfaite, elle a vraiment des défauts, on n'est pas toujours d'accord avec ses réactions, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit, mais elle a une vraie personnalité, elle va de l'avant et elle assume toujours ses choix. Thorn quant à lui est beaucoup plus mystérieux, notamment dans ce premier tome, il est très taciturne, on ne comprend pas tout à fait pourquoi il veut se marier, est-ce que d'ailleurs c'est lui qui veut se marier ou est-ce que c'est sa tante Bérénilde qui le force, on ne sait pas trop, mais dans le premier tome, on va quand même réussir à passer d'un Thorn qui est l'ennemi général, très clairement, où on le déteste, où vraiment on peut pas le supporter, à une fin de tome où on se dit « Ah, finalement, il est peut-être un petit peu plus que ce qu'il semble montrer » et j'ai trouvé que c'était une très belle évolution. Heureusement, ces deux personnages vont évoluer dans le temps et dans les tomes, mais déjà je vais vous parler un petit peu d'autres personnages. Parce que ce qui est absolument fabuleux avec Christelle Dabos, c'est que les personnages sont multiples. On a une vraie galerie qui se crée dès le premier tome. Alors déjà on commence avec la famille d'Ophélie qui est formée d'une tripotée de bambins, de nombreux oncles, tantes et cousins. C'est farfouillant, je sais pas si c'est le mot, mais c'est grouillant de vie. Ensuite on va passer au pôle où là les intrigues font que les alliances sont un petit peu différentes. On a des personnages de clan qui sont soit amis, soit ennemis. On a Bérénilde qu'on a du mal à placer, Archibald également. J'ai trouvé vraiment que c'était très très complexe de réussir à trouver qui était l'ami de qui dès le premier tome, et moi je trouve que c'est absolument du génie parce que Christelle Dabos ne nous donne pas toutes les clés, c'est à nous de les découvrir, et du coup dès le premier tome on est très très curieux de connaître la suite. La suite on la retrouve dans le tome 2 qui sont les disparus du clair de lune, où cette fois on continue d'être au pôle, mais l'intrigue va un petit peu évoluer et ne plus tourner uniquement autour de la future Madame Thorn, donc Ophélie. J'ai trouvé que c'était très bien parce que l'intrigue était complètement différente. Autant dans le premier tome on a énormément d'intrigues qui vont se croiser, on va essayer un petit peu de voir comment Ophélie survit dans cet univers. Dans le tome 2 on va avoir une véritable enquête qui va être le fil rouge de tout le roman, puisqu'il y a des disparus dans l'ambassade de notre cher Archibald, alors que c'est connu pour être l'endroit le plus sûr du pôle. Et voilà, j'ai trouvé que cette transformation était extrêmement bien faite parce que du coup ça donne un nouveau rythme au récit, et au lieu d'avoir un tome 2 de transition plat, on va avoir quelque chose de très vivant parce que c'est une enquête, parce qu'on a envie de savoir et d'aller au bout des choses. Mais ce qui est encore plus intelligent, mais ça on le sait seulement quand on a lu le tome 3 et le tome 4, c'est que Christelle Dabos, dès le premier tome mais aussi également dès le deuxième,
commence à nous poser des bases de la suite de son histoire qui sont extrêmement fortes, et la fin est absolument crève-cœur. On a envie de hurler de frustration parce qu'il nous faut absolument le tome 2 entre les mains. Honnêtement, ce tome 2, il est vraiment complètement haletant, et ce qui est fabuleux, c'est qu'on a ce fil rouge de l'enquête, mais c'est comme si on avait un petit fil rose à côté qui est en train de se former, et à la fin, c'est ce fil rose qui va primer et qui va montrer qu'il y a une intrigue bien plus énorme, bien plus grosse que ce qu'on pensait, et qui ne va pas seulement impliquer le pôle. Et c'est là qu'entre en jeu le 3e tome, et ça, il faut dire que je pense... Enfin, ça a toujours été un coup de cœur pour moi, tous les tomes ont été des coups de cœur, mais je pense que la relecture m'a beaucoup plus appris que la première lecture sur ce 3e tome. Ici on va se retrouver sur une arche différente, je ne vais pas vous dire comment, je ne vais pas vous dire quand, ni avec qui, mais en gros on va se retrouver sur une 3e arche qui est l'arche de Babel. Ici c'est une arche complètement différente, avec une cité un petit peu parfaite, où les citoyens font les choses bien, etc., sont très sages et rentrés dans des cases. Ça va pas forcément beaucoup plus plaire à Ophélie qui va presque en regretter le pôle, mais en tout cas c'est une arche complètement différente. Et ici on a Ophélie qui va se débattre avec cette plus grosse intrigue qui s'était formée à la fin du tome 2, et au début c'est vrai que on va avoir l'impression de recommencer à zéro, mais en même temps j'ai trouvé ça extrêmement réaliste. On arrive sur une nouvelle arche, Ophélie ne sait pas très bien ce qu'elle cherche, elle ne sait pas tout à fait si elle va dans la bonne direction, mais ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'elle y va quand même, et je l'ai trouvée très humaine dans ce 3e tome, et on n'a pas des ellipses qui nous mettent plein de poudre aux yeux, qui nous font croire qu'il se passe des trucs mais en fait il ne se passe rien. Au contraire, justement, on va avoir le temps de filer l'histoire, d'aller plus loin. On va voir Ophélie au début qui patauge, et puis qui petit à petit va réussir à trouver des indices, des choses qui vont la mener vers d'autres. Et moi j'ai trouvé que c'était une enquête parfaitement réaliste, parce que justement tout ne lui tombe pas dans le bec, et c'est ce que j'attendais. Honnêtement, je ne voulais pas que tout lui tombe tout cuit, au contraire elle va énormément se battre. Elle va se faire des amis mais aussi des ennemis. J'ai particulièrement aimé les personnages d'Ambroise et d'Octavio qui sont découverts dans ce tome, et qui sont bien plus complexes que, encore une fois, ce qu'on pourrait penser au premier abord. Honnêtement, je trouve que c'est un tome qui va creuser cette nouvelle intrigue qui est créée par l'auteur, mais qui a quand même été semée dans les tomes 1 et dans les tomes 2. C'est un tome qui fait un énorme virage, parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce qui va s'y passer. Honnêtement pour moi, ouais, c'est carrément un très gros virage à plus de 90 degrés, mais je me suis laissée balader, je me suis laissée emporter, et c'est ce qui a primé, et c'est ce qui a fait que ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Ensuite, lorsque j'ai terminé ma relecture du tome 3 qui m'a révélé énormément de choses, et notamment m'a fait comprendre pourquoi le tome 4 s'appelle La Tempête des Échos, du coup j'ai pris une pause, j'ai respiré et je me suis lancée dans le 4e tome. Ce tome là, voilà, ça fait un moment qu'il est sorti, donc du coup j'avais entrevu quelques avis, j'avais notamment vu l'avis de Bulldog qui l'avait adoré, même si elle disait ne pas avoir tout compris. Et j'avais vu aussi à la fois de très bons avis qui disaient qu'il était merveilleux, incroyable, etc. mais aussi des avis très mitigés, voire négatifs. Je vous avoue que ça m'a fait un petit peu peur, parce que vraiment ça fait partie de mes sagas favorites. Donc j'ai commencé le livre en me disant oulala, ça va être hyper conceptuel, je ne vais rien comprendre, mais bon tant pis, allons-y. Et en fait j'ai commencé ce livre, et les premières pages, je me suis posée, je me suis dit mais qu'est-ce que vous comprenez pas les gens? En fait, c'est évident. Alors je ne vais pas vous dire que j'ai absolument tout compris de ce qui se passe dans ce tome. Je pense que à la fois il faudrait énormément de relecture et énormément d'analyse pour comprendre absolument tous les tenants et aboutissants de ce 4e tome. Mais moi, je n'ai pas trouvé de difficulté à le suivre. J'ai trouvé qu'il se passait énormément de choses, qu'il y avait beaucoup de rebondissements. Encore une fois, Ophélie, rien ne lui tombe comme ça entre les mains. Il faut qu'elle se batte, il faut qu'elle aille toujours plus loin pour comprendre les choses. Quand on pense qu'on va toucher du doigt cette vérité, l'auteur a l'art et la manière de nous en détourner, de nous faire un virage
pour mieux y revenir ensuite. Je ne peux pas vous dire, vous révéler des choses de cette intrigue honnêtement, sinon je vous spoilerai complètement de ce qui se passe dans le tome 3 et même dans une partie de ce tome 4. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, l'auteur ne nous emmène pas là où on pensait aller. Bien au contraire, elle va nous emmener beaucoup plus loin, elle va nous apporter des choses complètement inattendues, mais moi, c'est tout ce que je lui demandais, c'est tout ce que je rêvais de voir. Et j'ai été baladée, j'ai adoré ça, on m'a brisé le cœur, on en a recollé les morceaux, on l'a rebrisé ensuite. Honnêtement pour moi ça a été une lecture incroyable et je ne savais pas où j'allais et pourtant mais j'y allais avec pas tout le temps sourire parce que c'est un petit peu... Il y a des choses terribles qui se passent dans ce tome, mais en tout cas j'ai décidé de laisser Christelle Dabos me mener par le bout du nez et c'est ce qu'elle a fait et j'ai trouvé ça juste incroyable. Pour vous parler de la fin, moi je l'ai adorée, j'ai trouvé que c'était une fin qui était la digne successeur de la fin d'À la croisée des mondes qui résonne encore en moi aujourd'hui et je pense que la fin de la passe miroir va résonner très longtemps en moi tout au long de ma vie. Donc honnêtement je n'ai rien à reprocher à l'auteur, j'ai trouvé qu'elle était juste parfaite comme elle était et voilà, j'ai vraiment rien à reprocher à Christelle Dabos parce que j'ai trouvé qu'elle a mené toute son histoire d'une main de maître avec une intelligence incroyable et qu'elle a embarqué son lecteur à travers son univers à sa manière et j'ai trouvé ça absolument génial. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur mes ressentis de cette saga. Honnêtement, quand j'ai refermé le dernier tome, je me suis sentie un petit peu vide. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais lire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant. Je pense que ça va aller mieux avec le temps, je vais retrouver d'autres livres. Mais c'est un retentissement qui a sonné un petit peu comme À la croisée des mondes pour moi, qui a été un livre, quand je l'ai refermé, je m'en suis pas remise tout de suite. Je l'ai relu et pareil, j'ai du mal à me remettre de cette fin que pourtant je connais par cœur, que je n'ai pas oublié en tout cas. C'est pour moi un chef-d'œuvre, vraiment, de la littérature jeunesse qui se hisse parmi les plus grands. Honnêtement, il est du niveau d'Harry Potter pour moi personnellement et très largement, je trouve que c'est un univers incroyable, que c'est une intrigue de richesse inattendue et franchement je ne peux dire qu'un très grand bravo à Christelle Dabos pour avoir réalisé un tel roman. Je m'incline parce que c'est incroyable. Dans ma vie de lectrice, j'ai peu lu d'intrigues aussi bien ficelées, aussi bien menées. C'était incroyable. Et maintenant, je n'ai plus qu'à retourner en PLS, essayer de me remettre de tout ça. J'espère en tout cas mes petits loups que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir en commentaire me dire si vous avez lu la saga de la passe miroir, le dernier tome, le premier. Dites-moi où vous en êtes, je serais ravie d'en discuter avec vous. Sur ce, je pense qu'il est temps de refermer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!